Mondialisé, insuffisant Renault Sénégal ñoo di woote ngir ñu jàppale leen ba seen xel yi dal bu kenn ni dalagula ba tax nga tànkam loo doomu aadama jami àdduna jàppalante moo ci jiitu jabet dina ko indi infection urinaire dina ko indi moytu leen dina ni reen hypertension tam dina ko indi kilifa diine yeeg kilifa aada yeeg gouvernement Sénégal nit ku mën a doon Achir mi ngi lay woo feebar bu metti bi mën a faat ci fan yu néew saytul ca ba muy teel ndax buñ la jàppale nga dem ba fàtte ko hémodialyse yeeg insuffisant rénal Sénégal ñoo di woote ngir ñu jàppalante ba jële fi jàngoro ji neddo ko bandum 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 neddo ko bandum neddo ko bandum 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 neddo ko bandum. C'est compliqué, hein. C'est sûr que quand on perd les parents, c'est toujours compliqué. Mais bon, c'est pas la vie, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'applaudir Adama, le balafoniste, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La salsa africaine a depuis quelques années gagné ses lettres de noblesse. Africando, que vous allez applaudir dans quelques instants, est né en 1992 de la volonté de 4 hommes. Pape Sec, Medoune Diallo, le retour. et le maestro Bonkana Maïga. Après des tournées aux 4 coins du monde, des albums à succès, les titres d'Africando sont aujourd'hui des titres cultes à classer dans les annales de la salsa. Ils vont jouer pour vous ce soir, juste pour vous, fidèles parmi les fidèles. Je vous demande d'applaudir et de recevoir comme il se doit Africando. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Africando. Merci beaucoup, Mamadou. Bon, donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, émission spéciale sur le diabète. Je vois que même les questions docteur ont commencé et j'ai refusé que les auditeurs parlent avant que notre invité parle. Donc, ils sont tous en attente. Et donc, pour commencer, donc, sans plus tarder, bonjour, docteur Martin Carvalho. Bonjour Lamine, merci à Radio Galère de me faire l'honneur aussi de m'inviter chaque année. Et j'en profite pour souhaiter une très bonne et heureuse année à tous les auditeurs de Marseille et hors frontières. Et que cette année soit une année de paix, j'espère, par rapport à celle que nous venons de passer, qui a été une année très difficile sur le plan local, national et international. Voilà, donc je suis à votre entière disposition et certainement les auditeurs ont beaucoup de questions et j'aurai plaisir à répondre à ces questions-là. Voilà. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on fera moins, donc on va dire, de sorte de cours magistral, hein, voilà, et pour vous permettre de poser beaucoup de questions. Et je vous demanderai quand même à tous les auditeurs d'être vraiment brefs. Voilà, posez-nous les questions pour permettre au maximum de personnes qui puissent vraiment aussi poser leurs questions, car le diabète est une maladie chronique, comme l'a dit Momodou, mais c'est aussi une maladie qui tue énormément. Voilà, donc il me semble, le docteur va le confirmer, qu'il y a une personne qui meurt de diabète toutes les 7 secondes. Vous imaginez, dans la journée, voilà, il y a 24 heures, vous le divisez en minutes, en secondes, et vous verrez. Donc voilà, j'avais dit que j'allais le faire, mais bon, l'objet de cette émission, ce n'est pas de faire peur,
mais c'est surtout de rassurer et de prendre toutes les précautions nécessaires. Voilà, donc, docteur, avant juste de leur donner la parole, en 2 mots, c'est quoi le diabète? Alors, la définition de l'OMS dit de façon claire qu'une personne devient, ou bien est diabétique, pardon, si toutefois la glycémie à jeun à 2 reprises, faite, donc la glycémie veineuse, faite à jeun à 2 reprises est supérieure ou égale à 1,26 g. Ou bien, à tout moment de la journée, si elle est au-delà ou égale à 2 grammes par litre, cette personne, on peut dire qu'elle est diabétique, le diagnostic est posé. Donc, c'est une augmentation du taux de sucre dans le sang veineux qui est donc à l'origine, enfin, qui est la définition simple, si vous voulez, du diabète. Voilà, donc j'allais vous reprendre sur la glycémie. Heureusement, vous avez parlé du taux de sucre. Voilà, donc pour ceux qui veulent tout savoir, on va essayer aussi d'utiliser les mots pour que tout le monde comprenne. Voilà, il a dit le taux de sucre donc, qui augmente dans le sang. Maintenant, Richard, sans plus tarder, je crois qu'il y a le numéro 15. Allez, on y va. Le 15. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour madame. Vous êtes à l'antenne avec le docteur Martin Carvalho. Bonjour docteur. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne supporte aucun médicament du diabète, quand cela provoque des vertiges, l'augmentation exagérée de la transpiration, des difficultés à se concentrer, une fatigue intense après la prise de médicaments? Merci beaucoup madame. Alors, ça dépend essentiellement du type de médicament que vous avez. Vous n'en avez pas parlé, vous ne l'avez pas cité. Vous savez qu'aujourd'hui, quelques médicaments, qu'ils soient, ont des effets secondaires. Donc, il faut bien en être sûr que ce sont ces médicaments-là qui sont à l'origine essentiellement des troubles que vous signalez. Car quand on a aujourd'hui une panoplie de médicaments qui sont pris en même temps que vos médicaments pour le diabète, il est difficile de faire la part des choses, même nous les médecins. Il nous arrive difficilement de pouvoir dire il faudra peut-être procéder à l'éviction de ce médicament-là ou à un autre. Pourquoi? Parce que le diabétique, comme vous le savez très bien, est, je veux dire, sujet à des complications et le plus souvent, il est diabétique hypertendu, diabétique avec du cholestérol, diabétique avec d'autres affections. Et ce qui fait qu'il est difficile que je puisse répondre de façon très claire à votre question pour la bonne et simple raison que il faudrait que vous puissiez me donner au moins les types de médicaments qui sont pris. Maintenant, pour répondre de façon générale, quand un médicament n'est pas supporté, le médecin généraliste ou le spécialiste qui s'occupe de ce patient-là a le droit de faire ce qu'on appelle la checklist, de voir un peu, de vérifier tous les médicaments qui sont pris par le patient. Et à partir de ce moment-là, avec les connaissances qu'il a, peut amener à modifier ou à changer, si vous voulez, le traitement, remplacer ce médicament-là par un autre. Maintenant, si tous les médicaments qui sont proposés dans la thérapeutique, dans l'arsenal thérapeutique du diabète, je veux dire, ne vous conviennent pas, on peut à ce moment-là procéder tout simplement à une thérapeutique qui est beaucoup plus simple, parce que le premier traitement du diabète, ce n'est pas les médicaments. Le premier traitement du diabète, c'est essentiellement ce que nous mangeons et comment nous nous comportons dans la vie sociale, c'est-à-dire en faisant essentiellement le respect des règles hygiéno-diététiques. Donc sur le plan des règles diététiques, j'en ai rapidement parlé, c'est-à-dire l'équilibre alimentaire, mais sur le plan des règles hygiéniques, c'est essentiellement de faire attention à son mode de vie et essentiellement de pouvoir bouger. Quelquefois, d'aucuns me disent « je n'arrive pas à bouger parce que j'ai mal ici, j'ai mal là-bas ». Bon, peu importe, l'essentiel c'est de pouvoir mouvoir son corps pour pouvoir essentiellement arriver à créer, à augmenter ce qu'on appelle la sensibilité des cellules à l'action de l'insuline qui est fabriquée par le pancréas. Donc, quand ces deux choses-là sont faites, c'est-à-dire quand on fait attention à ce que l'on mange et que l'on se bouge, bouger, ce n'est pas obligatoirement aller dans une salle de sport, payer 300 € l'année pour faire ça. On peut marcher tout simplement dans le quartier. Ça coûte moins cher. Le bon Dieu nous a fait donner 2 bras et 2 pieds. On peut les utiliser à bon escient. Même s'il pleut ou qu'on ne peut pas sortir de sa maison, on peut faire du sport dans son appartement. Donc ça, ce n'est pas un problème. Il suffit d'une chaise, d'une table, on peut faire du sport.
Et je pense que ça, tout le monde l'a. Maintenant, pour répondre à votre question, si toutefois ces choses-là ne peuvent pas être faites, pour des raisons que j'ignore, si le traitement ne peut être pris, bah, le dernier traitement qu'il existe, si vous voulez, qui existe pour la prise en charge du diabète, ça peut être l'insulinothérapie, c'est-à-dire tout simplement un traitement par insuline. Ce serait dommage d'en arriver là, parce qu'on a comme l'impression que le traitement par insuline est un traitement, si vous voulez, de dernier recours. Mais quand rien ne marche, on a encore la possibilité d'avoir un traitement par insuline. Merci, docteur, pour cette réponse. Et je rappelle à nos auditeurs comme Elhadji Boumbaye, donc, qui peuvent nous rappeler, et de préférence d'abord sur le 10, qui est une ligne beaucoup plus claire, et puis on essaiera de prendre tout le monde. Et nous allons partir avec une question de Papley. Donc Papley qui demande quelles sont les précautions à prendre après une greffe de rein. Et sa deuxième question, peut-on guérir du diabète? Alors, je ne suis pas spécialiste en la matière de néphrologie. Hein. Le rein, c'est les néphrologues qui s'en occupent. Les précautions à prendre de façon générale, c'est bien entendu de bien prendre ces traitements par immunosuppresseurs, qui sont ces traitements qui vont essentiellement permettre au rein, à la greffe rénale de prendre. Et après, c'est essentiellement de faire attention à l'alimentation, parce que s'il y a une greffe rénale, c'est que le patient avait déjà ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Et quand on est en insuffisance rénale, il y a certains aliments qu'il faut essentiellement éviter. Donc, pas une éviction totale, hein, parce que c'est essentiellement réduire la quantité de protéines dans les apports, si vous voulez, alimentaires. Il est habituel de dire que les protéines, alors je précise ce que sont les protéines. C'est tout ce qui est viande, poisson, jambon, œufs, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les protéines. Alors, les protéines animales et les protéines végétales. Normalement, on ne peut pas dépasser entre 0,7 à 1 gramme par jour, par kilo de poids par jour de consommation de protéines. Donc, si je prends quelqu'un qui a 70 kilos, il ne peut pas dépasser entre 50 et 70 grammes de consommation de protéines par jour. Alors, il faut savoir que quand vous mangez 200 grammes de steak, il n'y a pas 200 grammes de protéines, d'accord? Heureusement, il y a l'équivalent de pratiquement 100 grammes de protéines, 80 à 100 grammes de protéines dans 200 grammes de steak. Donc, ça fait quand même beaucoup, vous voyez? Et le patient qui a une insuffisance rénale, à ce moment-là, lui, on va lui demander tout simplement d'avoir une consommation inférieure à 0,7 grammes par kilo de poids, donc aux alentours de 0,5, 0,6. Pourquoi? Parce que ces protéines-là, quand elles sont consommées de façon normale chez quelqu'un qui a une insuffisance rénale, il risque encore d'aggraver son insuffisance rénale. Raison pour laquelle les patients diabétiques, par exemple, qui sont dialysés, n'ont pas la même consommation totale de protéines que les patients diabétiques qui n'ont pas d'affection rénale. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre de façon claire à Papley. Et sa deuxième question, si Lamine, tu peux me la répéter parce que peut-on guérir du diabète? Alors, par contre, là, c'est un gros problème, Pape. Aujourd'hui, si on pouvait guérir du diabète, si on avait le médicament qui nous permettait de guérir du diabète, je pense qu'il y aurait environ 500 millions de patients sur la planète qui seraient contents, parce qu'il y a aujourd'hui l'équivalent de presque la moitié d'1 milliard de patients diabétiques dans le monde. Mais aujourd'hui, on ne peut pas guérir du diabète. Donc, à l'heure actuelle hein, de la médecine, peut-être que dans 10 ans, vous direz, le docteur Carvalho nous a raconté n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, on guérit du diabète. Mais dans 10 ans, on verra. Pour l'instant, les recherches se font, des études se font dans les laboratoires, mais aujourd'hui, on ne guérit pas du diabète. On traite le diabète. Ce n'est pas une maladie qu'on peut guérir. Ce n'est pas comme une appendicite, on coupe l'appendice. Voilà, on n'a plus de problème d'appendicite. Mais bon, là, on ne peut pas guérir pour l'instant le diabète. Voilà. Voilà, et donc pour continuer, donc, pour l'instant, nous n'avons pas encore d'autres questions. Donc nous allons continuer, docteur. Maintenant, en attendant que les questions arrivent, j'aimerais que vous nous fassiez un tout petit peu la dichotomie entre les deux types de diabète qui sont les plus connus. Donc le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc d'abord le type 1, c'est quoi? Alors d'abord, il y a plusieurs types de diabète. Il n'y a pas seulement le type 1, le type 2, c'est les plus connus. Hein. Quelquefois on vous dit il y a 3 diabètes, quelquefois on vous dit il y a 5 diabètes. Mais bon, toujours est-il que le type 1 et le type 2, par rapport au 3e, 4e et 5e, on se retrouve dedans. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible là-dessus. Le diabète de type 1, c'est ce qu'on appelait à l'époque le diabète maigre.
Pourquoi? Parce que quand on a découvert le diabète par Banting dans les années 25, Banting et son collaborateur l'avaient découvert parce que tout simplement son chien était fatigué, pissé, malgré qu'il mangeait, il maigrissait, buvait beaucoup, et ils ont découvert avec une substance, parce qu'ils travaillaient sur le pancréas à l'époque dans leur laboratoire, et ils ont découvert une substance, et ils se sont dit, bon, on va piquer ce chien-là, et on verra bien effectivement ce qui va se passer. Cette substance, en fait, c'était de l'insuline. Et donc, ils ont piqué cette substance au chien. Quelques jours après, le chien était très fringant et commençait à courir. C'est comme ça que l'insulinothérapie, enfin, l'insuline, on va dire, a été découverte dans les années 25 par Banting. Ça, c'est l'histoire. Donc, pourquoi je fais part de cette histoire-là? Parce que ça a un lien avec le diabète de type 1. Le diabète de type 1, donc, comme je disais, que le diabète maigre, c'est que ça survient le plus souvent chez les sujets jeunes. D'accord? De la naissance jusqu'à 15-20 ans, en gros. Ce sont ces gens-là. Et la caractéristique de ce type 1, c'est la même caractéristique que ce chien qui buvait beaucoup, qui pissait beaucoup, malgré qu'il mangeait. Et aujourd'hui, dans ce diabète de type 1, on dit que ces personnes-là sont maigres, d'accord, comme le chien qui était maigre, boivent beaucoup, pissent beaucoup, et bien entendu, malgré qu'ils mangent beaucoup. Ce qu'on appelle le syndrome cardinal, parce qu'il y a 4 signes. Donc la polyurie, c'est-à-dire qu'on pisse beaucoup, la polydipsie, c'est-à-dire qu'on boit beaucoup, l'asthénie, c'est-à-dire qu'il est fatigué avec l'amaigrissement, et malgré que la personne effectivement mange beaucoup. Donc voilà, ce sont les 4 signes. Mais pourquoi en fait on a ces 4 signes-là? C'est parce que tout simplement, le pancréas, donc on en revient à ce pancréas, qui est un organe qui existe chez tous les êtres humains. Le pancréas, il est essentiel dans ces diabètes. Ah, essentiel. Tout tourne autour du pancréas. Dans le type 1 comme dans le type 2. Donc, dans le type 1, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve dans une situation où ce pancréas-là n'arrive plus à fabriquer de l'insuline. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, ce pancréas a été détruit, le plus souvent par phénomène, on va dire, par des virus qui vont attaquer ce pancréas. Le virus de l'oréon, le virus du Coxsackie, enfin je veux dire, il y a plein de virus qui font que ils vont avoir un tropisme, c'est-à-dire qu'ils vont être attirés essentiellement, ces virus-là vont être attirés que par le pancréas. Et quand ils vont détruire ce pancréas environ à 90%, ben, vous comprenez bien qu'il ne reste plus beaucoup de choses. Et comme le pancréas ne fabrique la plupart du temps que de l'insuline, il fabrique d'autres hormones, mais essentiellement l'insuline, ben, quand le pancréas a perdu 90% de sa capacité de fabriquer de l'insuline, il lui en reste que 10%. Alors vous comprenez bien que ces patients-là n'ont plus assez d'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules, parce que c'est ça le rôle de l'insuline. L'insuline, normalement, je veux dire fabriquée par un pancréas d'un organe non diabétique, le rôle, c'est de faire baisser le taux de sucre. Mais comment il fait baisser le taux de sucre? Parce que l'insuline, c'est comme une clé qui va ouvrir une porte et va demander au glucose, c'est-à-dire au sucre, de rentrer dans les cellules parce que les cellules ont besoin d'énergie. Et le sucre, c'est de l'énergie. La preuve, quand vous n'êtes pas bien, qu'est-ce qui va se passer? On va tout de suite aller vers des aliments sucrés. Quand on a faim, on va tout de suite aller se prendre une banane, ou bien on va se faire un jus d'orange, ou bien on va prendre un biscuit sucré. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est de l'énergie. Donc, il nous en faut. Ce n'est pas parce qu'on est diabétique qu'il ne faut plus manger de sucre. Je ne dis pas le sucre en termes comme le bec ou sucre, le sucre blanc, mais dans tous les aliments, on retrouve du sucre. D'accord? Dans le pain, il y a du sucre. Même dans la salade, il y a du sucre. Pas beaucoup, heureusement. Hein. Il y a 5 grammes de sucre environ dans 100 grammes de salade. Ça fait un morceau de sucre. Donc, pour revenir à la définition du diabète de type 1, donc c'est tout simplement des patients qui vont, pour une raison ou pour une autre, il y en a plein d'autres, hein, je vous ai donné que la plus fréquente, vont avoir une destruction quasi totale de leur pancréas et se retrouvent donc dans une difficulté à sécréter ce pancréas-là de l'insuline, et ce qui fait que le patient devient insulinopénique, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie en insuline. Donc quand il y a une pénurie en insuline, ces patients-là, si on ne les soigne pas avec de l'insuline, ils risquent de mourir. Rappelez-vous du chien de Banting. Si Banting n'était pas un chercheur et avait trouvé cette substance qui au départ il l'appelait insula d'ailleurs, ce qu'il ne savait pas ce que c'était, et qui a injecté ce produit à son chien, et que son chien, quelques jours plus tard, je veux dire, est redevenu bien, bah, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait jamais pu savoir effectivement comment traiter le diabète de type 1. Donc, diabète de type 1, insulinopénie, donc pénurie en insuline, donc c'est un patient qui a besoin d'insuline. S'il n'a pas cette insuline-là, il meurt.
Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'il n'aura plus d'énergie, parce qu'il aura son sucre qu'il va, qu'il va prendre par l'alimentation, va se perdre essentiellement au niveau des urines. Donc quand il pisse, il va pisser son sucre. Et quand il pisse son sucre, pourquoi il devient fatigué? Parce que tout simplement, l'énergie qui devait être conservée dans les cellules par ce sucre qui est présent dans ces cellules-là, va aller en déperdition dans les urines. Donc à partir de ce moment-là, il pisse son énergie. Donc il devient fatigué. Mais comme il pisse son énergie, il boit. Alors là, je vais prendre tout simplement l'exemple un exemple que tout le monde connaît pour donner une image. Parce que j'aime bien donner des images pour que les gens comprennent très bien. On ne s'est jamais posé la question pourquoi les chameaux ne pissaient pas beaucoup dans le désert. C'est pas compliqué. Un chameau, s'il boit beaucoup et qu'il pisse, il meurt. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'au désert, il fait chaud. Donc, il fait chaud, il va transpirer. Donc, heureusement que son organisme est fait de telle sorte qu'il arrive à absorber effectivement beaucoup de soleil. Mais s'il se mettait à pisser, le temps qu'il aille retrouver donc, un autre étang pour boire, il se meurt. Donc, c'est la même chose dans le diabète. Le patient diabétique qui, effectivement, est déséquilibré et donc qui pisse son sucre, donc il va avoir ce qu'on appelle une glycosurie, c'est-à-dire de l'urine, du glucose dans les urines, il est obligé de compenser en buvant. Et c'est pour cela qu'on parle de cette polydipsie qui accompagne cette polyurie, c'est-à-dire cette augmentation de la fréquence et de la quantité d'eau qui est urinée va être obligatoirement compensée par une quantité d'eau aussi qu'il va boire. Parce que s'il ne boit pas, ça ne marchera pas. Parce que s'il continue à pisser, il va se déshydrater. C'est pour ça d'ailleurs, on dit souvent vulgairement en médecine, qui boit pisse. C'est logique parce que les reins ont besoin effectivement d'eau pour essentiellement donc avoir une certaine pression dans leurs artères rénales pour que ces artères rénales-là puissent donner un signal au rein pour lui dire maintenant on peut pisser parce qu'on a une certaine pression qui est importante. Donc ce n'est pas si simple que ça. J'essaie dans la mesure du possible de le simplifier. Donc pour le diabète de type 1, voilà comment ça se passe. Pour le diabète de type 2... Restons un peu sur le diabète de type 1. Donc là, on a un problème au niveau du pancréas qui n'arrive plus à fabriquer cette insuline. Et donc, du coup, vous, pour soigner le malade, il faudra injecter de l'insuline et c'est suffisant. Obligatoirement. Alors, ce n'est pas si facile que ça, parce que bien entendu, on fait des examens. Quand le patient arrive, il est tout de suite, bien entendu... dirigé par son médecin qui a fait le diagnostic. Donc nous, en tant que spécialistes, c'est beaucoup plus simple. Ça va beaucoup plus simplement parce qu'on regarde, on fait des bilans, même si on n'a pas le retour de ces bilans-là, quand l'interrogatoire est fait, l'examen clinique est fait, on se dit ce type de patient va certainement avoir besoin de l'insuline. À partir de ce moment-là, le patient a de l'insuline et les glycémies ne font que s'améliorer et le patient se sent bien, donc il est content. Et nous aussi d'ailleurs. D'accord. Et juste, donc, on a compris le type 1, je pense que beaucoup d'entre vous ont compris. Avant qu'on aille sur le type 2, une question donc de Biran Diallo. Il se pose la question de savoir pourquoi il y a autant de victimes du diabète. Ben, écoutez, il y a beaucoup de victimes de diabète parce que ça va nous amener peut-être vers le type 2. Les diabétiques de type 1, il n'y en a pas beaucoup dans la population, environ 15% de la population mondiale. Le diabète de type 2, 80 à 85% en gros de la population mondiale. Et ces gens-là, le plus souvent, c'est un problème de comportement. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes de récepteurs, de l'insuline, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais de façon plus simple, c'est tout simplement des patients qui, en dehors de la génétique, ont des problèmes de comportement.